Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Je suis très heureuse de vous retrouver jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio. Un coucou toujours à notre ami André qui poursuit sa convalescence. Au sommaire de ce midi 14h, la mobilisation des agriculteurs qui reprend de plus belle à 3 jours du Salon de l'Agriculture. Gabriel Attal a fait ce matin une série d'annonces. Est-ce que ça a rassuré ? On en parlera avec la présidente de la Confédération rurale qui sera avec nous dans quelques instants. Dans sa balance pas mal sur Sud Radio, on vous parle aujourd'hui d'un sujet encore tabou mais qui fait de plus en plus d'adeptes, l'autodéfense. On sera avec un militant de l'ARPAC, association qui milite pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Faut-il légaliser le port d'armes en France ? Comment mieux encadrer la légitime défense ? Un avocat pénaliste sera avec nous également et vous nous direz, vous, chers auditeurs, ce que vous en pensez. Et puis dans notre face-à-face aujourd'hui à 13h, on s'intéressera aux élections américaines. À quoi doit-on s'attendre à quelques semaines du Super Tuesday ? Doit-on craindre les retours de Donald Trump et de Joe Biden pour le monde entier, pour la planète ? La spécialiste des États-Unis, Anne Toulouse, et le journaliste franco-américain Gérald Olivier seront avec nous. Et puis comme tous les jours, pour réagir, pour intervenir, 0826 300 300, Emmanuel vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Le fait du jour. Rôle d'Alain Delon. J'ai nommé le Premier ministre Gabriel Attal ce matin à destination des agriculteurs. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, il le jure, le Premier ministre. On va en parler, on va voir comment c'est accueilli par notamment la coordination rurale. On sera avec Véronique Le Floch dans quelques secondes. Également pour nous accompagner sur ce débat sur les agriculteurs. Jean-Paul Pelleras, journaliste spécialiste de l'agriculture. Bonjour à tous les deux. On commence par vous, Véronique Le Floch. Vous avez été rassurée par le Premier ministre ce matin ? Bonjour. Alors je dirais que c'est insuffisant et qu'il peut mieux faire. Sur tout ce qui concerne la trésorerie, on est loin du compte. On avait, nous, pour ambition de ne laisser personne sur le bord de la route. Or, aujourd'hui, ces garanties ne sont pas apportées. Quand il parle de prêts garantis pour les viticulteurs, pour l'Occitanie et pour les jeunes qui vont s'installer, pour nous, il faut élargir à tout le monde. On sait très bien que les enveloppes qui ont été promises et qui commencent à arriver, mais il a annoncé des chiffres qui sont encore très faibles, ne sauveront pas tous les agriculteurs. Donc là-dessus, peut mieux faire, insuffisant. Pour tout ce qui est revenus, apporter des revenus dans nos exploitations, là-dessus, c'est la même chose. Egalim n'a pas marché, Egalim ne marche pas. Il faudra certes des contrôles, c'est très bien, mais il faut aussi contrôler les produits qui sortent des industries agroalimentaires et qui sont à destination de l'exportation. Et ça, il n'est pas question que ces exports puissent se faire sur le dos des producteurs parce qu'ils ne payent pas la matière au juste prix. Gabriel Attal a dit qu'on exportait 2 fois ce que nous avions besoin en termes de consommation sur notre territoire. Comment se fait-il alors qu'un poulet sur 2, qu'un steak sur 4 soit d'importation ? Donc, insuffisant. On va en parler justement de ces importations parce que c'est très intéressant. On va s'arrêter quelques instants sur la loi Egalim parce que c'était l'un de vos points importants, cette rémunération à destination des agriculteurs. Gabriel Attal a dit qu'elle serait renforcée, contrôlée. On vous trahira pas, il vous dit. C'est vrai que ça met du temps. Alors là, on nous a encore annoncé une mission. Alors ça, c'est quelque chose de très français. Les commissions, les missions. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à penser à ce que pourquoi on n'agit pas directement. Mais ça, vous n'avez pas de confiance, vous n'accordez pas de crédit à ce qu'a dit le Premier ministre. Eh ben, écoutez, ça fait 1 mois bientôt que ça dure. On pourra faire autant d'échanges
qu'il voudra. On a l'impression qu'on n'est pas sur le même registre. Il parle de souveraineté agricole, alimentaire française. Le président de la République nous parle de souveraineté alimentaire à l'échelle de l'Europe. On sait très bien que la définition qui va ressortir dans le projet de loi d'orientation agricole est une définition très large qui ne peut pas satisfaire aucun agriculteur sur le territoire français. Donc comment nous rassurer, comment ne pas nous mentir, comment ne pas se sentir trahi alors même qu'on nous parle de produire plus et protéger. Produire plus pour qui ? Pour encore se mettre en concurrence, produire plus sans diminuer les importations. Enfin, franchement, quand je dis peut mieux faire, non rassurant, c'est vraiment ce que je pense parce que c'est le message que je fais passer aux agriculteurs sur le terrain. Vous lui avez fait passer ce message parce que vous avez été invité à Matignon. Je crois que vous vous êtes pas rendu sur place. Pourquoi ? Écoute, alors je ne me suis pas rendue parce que se faire inviter la veille au soir, quand vous avez une exploitation, vous avez d'autres obligations et c'était malheureusement impossible. Que ça soit pour moi, mon première vice-présidente, secrétaire générale. Donc, et je vois très bien que ça n'aurait rien changé. Vous n'avez pas été en revanche invité chez Emmanuel Macron, comme l'a été la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Ça vous agace ? C'est un manque de considération pour votre syndicat, ce que vous représentez ? Alors nous avons été reçus par Emmanuel Macron la semaine passée, mercredi 14 février. Là encore, il est temps de tourner la page de ces histoires de syndicalisme. Soit on y va tous ensemble, une table ronde, une intersyndicale, on l'a appelée, je l'ai annoncé sur tous les plateaux dès le départ. Comment peut-on construire si nous ne nous mettons pas tous d'accord ensemble pour aller de l'avant ? Et ça vous agace justement que tout le monde ne soit pas en même temps ? Comment on se l'explique ? Forcément, c'est plus compliqué de parler d'une même voix quand les réunions sont dissociées à chaque fois. Je pense que il y a derrière tout ça une certaine fierté du syndicat majoritaire de la FNSEA de garder le leadership, de ne pas se faire doubler. Moi, peu importe, je ne m'attribuerai pas des victoires, même si je suis satisfaite d'entendre aujourd'hui que 3/4 des mesures qui étaient dans le projet de loi de compétitivité pour un choc de la ferme France, présenté il y a près d'1 an par les sénateurs, sont aujourd'hui des mesures reprises. Nous, dès le départ, nous avions dit qu'il n'y avait pas besoin de projet de loi d'orientation agricole, sauf à s'appuyer sur ce travail qui était déjà bien avancé, bien abouti. Donc, arrêtons en fait d'essayer d'avoir ses propres victoires. Prenons ce qui est bon, avançons sur ce qui est déjà concret. Qu'est-ce qui est déjà concret, justement ? Qu'est-ce qui est acquis pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors déjà, tout ce qui est versement de trésorerie, je dirais, ça c'est de l'argent qui est dû. Il parle de 99% des aides de la PAC. Non, c'est seulement des paiements de base. Il reste tous les paiements bio. Donc ça n'est pas acquis. On a quand même une catégorie de producteurs qui sont aujourd'hui engagés dans des démarches voulues et par nos politiques et par la société en général. Et aujourd'hui, ces agriculteurs-là n'auront pas encore touché les aides de la PAC en lien avec la production bio. Toutes les mesures agro-environnementales ne seront payées qu'au mois de mars. Donc on ne peut pas dire que les paiements sont à jour. Alors le gouvernement dit le contraire, qu'elles ont été touchées, justement, ces aides de la PAC. Alors justement, il ne parle pas des aides en production bio et en mesures agro-environnementales. Celles-là, on le sait très bien, ne viendront qu'au mois de mars. Ce qui aurait été judicieux de faire, c'était d'annoncer un avancement de leur versement. Là, il y aurait eu un effet concret pour certains producteurs. Jean-Paul Pelleras, vous êtes journaliste spécialiste de l'agriculture. Manifestement, la coordination rurale n'est pas satisfaite de ces annonces de Gabriel Attal, qui a renforcé celles précédemment annoncées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, déjà bonjour. Et dans ce qu'a évoqué Véronique Le Floch, quand elle dit on exporte quand Attal dit on exporte 2 fois ce qui est nécessaire pour les Français, il faut le rappeler, 71% des fruits sont importés, 28% des légumes, 53% de viande ovine, 42% de la volaille, 20% de la viande bovine. Et à côté de ça, en Ukraine, le salaire mensuel est de 375 € par mois. Au Brésil, il est de 417 €. Au Maroc, il est de 359 €. Tout part de là.
Eh oui. C'est le pouvoir d'achat in fine qui commande. C'est le moins-disant social aujourd'hui dans ce monde qui est aux manettes. On aura beau faire toutes les lois Egalim et tout ce qu'on voudra. C'est le jeu de l'offre et de la demande. L'agriculteur français sera désormais, et il faut le regretter, toujours trop cher. Et vous parlez du salaire ukrainien, Jean-Paul Pelleras, vous ne parlez pas des droits de douane favorables à l'Ukraine qui n'ont pas été retirés. Alors c'est vrai que c'est une raison louable en soutien à la guerre, mais enfin ça profite, on le sait, à 90%, notamment dans la volaille, à un oligarque ukrainien. Personne n'en parle jamais. Bien sûr, on peut évoquer tout ça. Vous prenez le secteur des fruits et légumes, que je connais bien, j'en suis issu. De la volaille, notamment le poulet. Oui, non, mais c'est la même chose. Pendant des années, on a laissé faire les accords de libre-échange avec le Maghreb, où on emploie de la main-d'œuvre à 5 € par jour. Bon, qui s'est indigné de ça? Aujourd'hui, on assiste à une répartition, et le phénomène ukrainien en fait partie, à une répartition des productions en Europe et dans le monde, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Mais en 1957, quand le traité de Rome a été signé, il a été décidé que les fruits et les légumes allaient être produits dans le sud de la Méditerranée. C'est l'Espagne, c'est le Portugal, et puis c'est les pays du et on a ruiné la filière fruits et légumes. Et vous allez dans les Pyrénées-Orientales, vous allez dans le Gard, il y a quasiment plus de producteurs de fruits et légumes. Vous voyez, il va se passer pareil avec des producteurs de volailles, avec les éleveurs et d'une viande qui va inévitablement venir du Mercosur. C'est de la géopolitique. Alors justement, le Mercosur, Gabriel Attal a dit on n'est pas d'accord, on va revoir ça. Mais enfin, c'est vrai qu'en attendant au Parlement européen, c'est Pascal Canfin, le père du pacte Green, du pacte vert, qui l'a voté. C'est vrai qu'on ne sait pas qui croire. Est-ce que Véronique Le Floch, vous faites confiance à Gabriel Attal quand il vous explique qu'il est contre ce Mercosur et que Emmanuel Macron va porter la bonne parole au Parlement européen? Ce qui est difficile à croire, c'est que si la France n'était pas favorable ou ne signait pas cet accord, tous les autres pays suivraient justement la France. Or, ce qu'on leur a mis en avant, c'est bien les politiques agricoles qui sont menées par ces pays du Mercosur, que ce soit le Brésil, l'Argentine. Depuis déjà quelques années, ils ont commencé à développer leur production pour augmenter leurs exportations, suivant leur plan à eux, de 30 à 40% suivant les productions, que ce soit le porc, le bœuf ou la volaille. Donc c'est bien pour les exporter. Donc ça viendra bien quelque part. Et là où nous, on ne peut pas concevoir, c'est quand on parle de normes, de clauses miroirs, ou même pour d'autres secteurs de l'économie, des normes CE, ces produits ne seraient pas en normes CE. Donc pourquoi ils pourraient pénétrer notre marché? Comment on peut instaurer cette concurrence déloyale alors même que Gabriel Attal avait parlé d'exception agricole française, qu'il l'adopte au niveau déjà pour toutes les agricultures et qu'on se protège. Jean-Paul Pelleras, ça va être effectif parce que c'est ça le problème en réalité, on est d'accord. Tant qu'il n'y aura pas de réciprocité, ces fameuses clauses miroirs, on ne va pas s'en sortir. Oui, surtout qu'avec le Farm to Fork, on exige à ce qu'on diminue nos productions, enfin, etc. Et il y a toujours ce dogme environnementaliste qui continue de peser. Je crois que, honnêtement, ce qu'il faut aujourd'hui, pour le gouvernement, peut-être même pour certains responsables professionnels, ce qu'ils souhaitent, c'est que le salon de l'agriculture se passe du mieux possible. Voilà. Et à partir de là, après on verra. Et on verra pas grand-chose, à mon avis. À mon avis, on reprendra les mêmes, on va recommencer. Et puis, écoutez, 10 millions d'agriculteurs au lendemain de la guerre, 400 000 aujourd'hui. J'avais écrit dans Le Point il y a quelque temps, dans 20 ans, les agriculteurs français auront disparu. S'il en reste 100 000, on en reparlera. Il y a aussi le coût pour les consommateurs parce que ça, c'est vrai qu'il y a un gros soutien des Français, évidemment légitime en faveur des agriculteurs, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au final, au supermarché, on achète le produit le moins cher. Comment vous pouvez lutter? C'est le pouvoir d'achat. La grande distribution jugule l'inflation avec la bénédiction des gouvernements successifs. C'est comme ça, et ce sera toujours comme ça. Mais comment vous expliquez, bêtement, que des fruits soient plus chers, des fruits français soient plus chers que des fruits espagnols au supermarché? Alors la question est naïve et on en a parlé 50 fois, mais enfin, on a toujours du mal à comprendre.
parce que c'est le coût de production. Vous avez de ce côté-ci des Pyrénées un SMIC qui est le double de celui qui est appliqué en Espagne à un moment donné, et puis Maroc, etc. Et on s'en sort comment de ça, justement, Jean-Paul Pelleras? Parce qu'il fallait une harmonisation des charges. Alors, ça avait commencé avec les disparités monétaires. Bon, mais on n'en est plus là. Fiscales, sociales, même environnementales. À partir de là, tant qu'il n'y aura pas cette harmonisation, ne parlons même pas des pays extra-européens. Parlons déjà de l'Europe. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Vous avez du simple au double. Vous prenez la Pologne, c'est 3 fois moins cher qu'en France. Alors, je suis pas pour dire qu'il faut baisser le salaire minimum des salariés en France, loin de là. On sait que le pouvoir d'achat vous allez avoir des problèmes, mais il faut rehausser. Il faut que les pays rehaussent quand ils rémunéreront leur main-d'œuvre comme les agriculteurs français rémunèrent la leur. Eh bien, écoutez, comme on dit depuis toujours, à charge égale, on ne craint personne. Véronique Le Floch, quand on entend le Premier ministre ce matin qui s'est aussi engagé à faciliter l'attribution de visas pour que les saisonniers étrangers viennent travailler dans les fermes françaises en déclarant cette production agricole comme secteur en tension, vous êtes d'accord, vous, sur le terrain, dans les exploitations, on manque à ce point-là de personnel? Alors, l'agriculture était déjà reconnue comme un secteur en tension dans certaines régions, et donc ça facilitait le recours à de la main-d'œuvre étrangère. L'élargir à tout le territoire national, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est problématique de savoir que nous avons un pays avec des personnes qui ne travaillent pas et qui ne sont pas attirées par ce métier. Ne serait-ce que par les conditions de travail qui pourtant sont en plein air. Mais oui, on a besoin à ce recours. Pour autant, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est tellement encadré par aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, et ce depuis 2021, qu'on n'a pas forcément dans nos exploitations les salariés au moment où il faudrait, et on perd des récoltes aussi. Jean-Paul Pelleras, sur ce point. Oui, écoutez, bon là, j'ai pas tellement d'avis. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait privilégier, c'est évidemment la main-d'œuvre nationale. Après, le problème, c'est que dans les secteurs en tension, comme sont les secteurs des fruits et des légumes, ils ont souvent du mal à trouver de la main-d'œuvre. Effectivement, ça, c'est un véritable problème. Pour ces secteurs-là, il y a ce problème-là, et puis on n'en parle jamais, mais ce sont des secteurs qui n'ont aucun amortisseur économique et qui ne bénéficient pas d'aide à produire, contrairement au secteur des grandes cultures. Il faut le dire aussi. Ça, on n'en parle jamais. Et que fruits, légumes, vins, à part quand ils investissent où il y a un soutien, sinon, il n'y a pas d'aide à produire. Bon, et à côté de ça, ce sont les plus gros pourvoyeurs de main-d'œuvre. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, intervenir sur les charges, ou je ne sais pas de quelle manière, sinon, là, on finit de creuser ce qui se passe avec nos premiers concurrents. Oui. Véronique Le Floch, dernière question. Mobilisation ce week-end, vous comptiez venir avec vos tracteurs à Paris. Est-ce que ça sera toujours le cas ? Oui, c'est prévu, c'est bien engagé, et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux, et ceux qui viennent des différentes régions sont aussi mobilisés pour venir en car. Donc c'est l'occasion de démontrer notre solidarité entre nous tous, et de se réconforter, et puis de se dire le combat, c'est le combat du moment, et il vaut la peine d'être vécu parce que on n'en est qu'à ses débuts. Vous serez rejoint justement par les autres syndicats ? Eh ben écoutez, j'aurais pu être appelée parce qu'en fait les idées se rejoignent tous vers Paris, donc allons-y tous ensemble, et l'union fait la force. Merci en tout cas Véronique Le Floch, merci à vous également Jean-Paul Pelleras. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour un tout autre sujet, mais qui fait beaucoup parler, c'est l'autodéfense. Êtes-vous prêt à légaliser le port d'armes, à vous réarmer, à faire justice vous-même? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec nos invités. À tout de suite, et puis 0826 300 300 pour réagir sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Oui, les Français sont de plus en plus attirés par l'autodéfense armée. Les chiffres tendent en tout cas à le montrer. Les clubs de tir ont vu le nombre de leurs adhérents exploser, pas forcément que pour la beauté du sport. Plus de 70% en 10 ans, officiellement justement pour pratiquer le tir sportif. Mais souvent, l'objectif est en réalité beaucoup plus tabou, celui de se protéger, comme ils disent,
au cas où. On en parle aujourd'hui avec Mitch Menet, président de l'ARPAC, Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. On sera aussi avec un avocat parce que cet éclairage, évidemment, est éminemment important. Vous l'imaginez, c'est très encadré. Il y a aussi la question de la légitime défense dont on parlera. Bonjour Franck De Vita. Bonjour Mitch Menet. Je le disais, l'ARPAC, Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Alors on le précise tout de suite, en aucun cas vous n'appelez à transgresser la loi française qui est très claire sur le sujet. Vous êtes une association transpartisane, apolitique, mais vous estimez que le rétablissement du port d'armes citoyen est non seulement une nécessité, mais une priorité, Mitch. Tout à fait. C'est une priorité pour que les citoyens français aient en fait les moyens de l'autopréservation lorsqu'ils sont confrontés au danger. Et puis c'est également une priorité d'ordre un petit peu plus philosophique, puisque en fait le citoyen, s'il est le réel souverain du pays, alors c'est lui qui doit être armé. Donc il y a une double dimension. Il y a une dimension effectivement de la sécurité individuelle, que chacun doit pouvoir stopper la menace lorsqu'il y est confronté, et également être le réel souverain du pays, c'est-à-dire celui qui a l'ultima ratio. Pourquoi vous estimez aujourd'hui que c'est une nécessité, une priorité ? Vous vous sentez en danger ? Alors moi, je ne me sens pas particulièrement en danger au quotidien. La raison, je n'attends pas de me sentir en danger d'accident routier pour mettre ma ceinture, ou je n'attends pas d'être en danger d'incendie pour avoir un extincteur dans un bâtiment que j'occupe. Donc c'est pas une question de se sentir en danger, de paranoïa. Là on parle pas de quelque chose d'impulsif. On parle de quelque chose de raisonné et de profondément réfléchi. Oui. Réfléchi, alors dans quel cadre ? Parce que j'imagine que vous avez un cadre. Alors, prenez par exemple dans un cadre purement juridique, puisqu'on a la chance d'être en présence d'un avocat. Le droit moderne a été extrêmement influencé par Cesare Beccaria, donc le célèbre penseur italien, qui était celui qui a expliqué pourquoi il ne fallait pas torturer dans le cadre de la justice, qui était un des premiers défenseurs, par exemple, de l'abolition de la peine de mort, et qui était quelqu'un qui expliquait que si on est raisonnable, on conçoit tout à fait que lorsque l'on désarme le citoyen, les premiers à rendre leurs armes seront les plus pacifiques et les plus respectueux des lois, alors que les malfrats n'auront cure en fait des textes de loi et défieront l'ordre étatique sur ce point. Donc si vous ne voulez pas que les gangsters aient le monopole réel des armes, contrairement à ce que nous jure l'État qui nous dit que seuls les agents de la force publique l'ont, eh bien il faut que plus personne n'ait ce monopole. Aujourd'hui, vous estimez que les gangsters ont le monopole des lois ? Le monopole des armes, en tout cas. Oui, pardon, excusez-moi, des armes, évidemment. Je ne l'espère pas. Pardon. Et les forces de l'ordre, elles ne sont pas là, justement, pour faire leur travail. Elles ne sont pas efficaces, selon vous ? Alors, je pense que les forces de l'ordre sont relativement efficaces quand il s'agit de retrouver les criminels après qu'ils aient commis les faits. Maintenant, imaginez que les criminels sont des demeurés au point de ne pas regarder à droite et à gauche avant de commettre un crime pour voir s'il y a un képi. Je pense que là, on se berce de douces illusions. C'est quand même pas très compliqué d'arriver à éviter quelques agents de police qui, par définition, ne peuvent pas être partout. Il y a quelque chose comme une centaine de milliers, en fait, de personnel en charge de l'ordre public en France. Si on agglomère la police, la gendarmerie, etc., c'est un petit peu plus que ça. Ça évolue beaucoup. On peut pas couvrir toute la surface, et sans compter qu'une bonne partie. Il y a quand même quelques milliers de ces fonctionnaires qui sont assignés uniquement à la protection de personnalités privilégiées, ce qui fait que donc la protection armée devient le privilège des puissants. Benalla avait obtenu un port d'armes en faisant jouer son influence, et par contre vous n'en obtiendrez pas. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit justement dans votre association, les militants qui militent pour ce port d'armes citoyen, ils vous disent quoi ? Ils ont peur justement, c'est au cas où, parce que c'est vrai que souvent ça intervient après un cambriolage, après une agression, on le dit pas trop, voilà, mais on s'arme chez soi. C'est plutôt de la rancœur que de la peur. Ce sont plutôt des personnes qui sont déçues par le niveau de maintien de l'ordre. Alors, on a effectivement quelques personnes qui arrivent
qui sont malheureusement rattrapés par la patrouille, je dirais, et qui, après un fait divers dont ils sont victimes, peuvent nous rejoindre parce qu'ils comprennent que quand ils sont isolés, de toute façon, ils ne pourront jamais compter que sur eux-mêmes, parce que Cicéron disait que les lois se taisent devant les armes, et malheureusement, elles se taisent devant les armes des malfrats. Donc, peu importe en fait que vous ayez le droit, qu'il soit consacré ou pas par la justice, si vous avez le droit de vous défendre, mais que vous n'en avez pas les moyens, ce droit, c'est une arnaque en fait. Oui. Vous n'avez pas réellement le droit de vous défendre si vous n'avez pas les moyens. Ce sera un petit peu comme vous dire que voilà, vous avez la liberté d'expression, mais il faudrait un permis pour aller sur Internet. Franck De Vita, vous avez vraiment la liberté d'expression ? Maître De Vita, c'est vrai que c'est très encadré. Aujourd'hui, on rappelle, pour détenir une arme, il faut faire déjà du tir sportif dans un club. Alors c'est vrai que le nombre de licenciés de ces clubs est passé de 145 000 à 242 000. Et quand on leur parle, on se rend compte qu'ils ne viennent pas toujours exercer. Ça veut dire que souvent, beaucoup de Français y vont pour pouvoir détenir une arme. Que dit la loi aujourd'hui concrètement ? Sur la légitime défense. Non, pas ça, on y viendra après, mais que dit la loi sur le port d'armes, tout simplement ? Vous avez le droit d'avoir une arme chez vous, mais pas sur l'espace public ? Alors c'est assez simple. Pardon. Il existait à l'époque ce qu'on appelait des détentions pour se défendre, des autorisations qui n'existent plus depuis des décennies. Et il existe aujourd'hui la détention sportive évoquée par monsieur, qui est assez compliquée à obtenir. Dans la mesure où il y a une enquête qui est faite par des services de police, etc. Il faut avoir un passé sans tâche, cela prend des mois, et l'octroi de l'arme suite à l'inscription au tir limite véritablement l'usage de cette arme. C'est-à-dire que vous n'avez le droit que d'avoir chez vous, dans un coffre, et que pour vous rendre exclusivement au stand de tir, il faut qu'elle soit équipée d'un verrou de ponté, etc., etc. Oui. Et si jamais vous êtes interpellé alors que vous n'avez pas ce dispositif, vous avez enfreint la loi de la même manière que si vous n'aviez pas d'autorisation sportive. Donc très très encadré. Le deuxième point qui est important, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'il y a un moyen de contourner cette loi, mais tout en la canalisant sur le domicile, c'est le permis de chasser. Le permis de chasser permet à ceux qui l'obtiennent d'avoir des armes très, très létales et très puissantes à son domicile en toute légalité. Et oui. D'ailleurs, aujourd'hui, 5,5 millions de personnes détiennent une arme à feu légalement, selon le ministère de l'Intérieur, dont 4 millions de chasseurs et 1,5 million de professionnels des armes. Mitch, clairement, il y a des chasseurs qui en fait ont des armes peut-être pour se défendre, ça ne dit pas son nom. Il y a cette hypocrisie que vous, justement, à laquelle vous souhaitez mettre fin en appelant au rétablissement du port d'armes citoyen ? Alors, oui, pourquoi vouloir rétablir le port d'armes? C'est quelque chose qui a été retiré déjà par Daladier en 1939. C'est la guerre et le déshonneur, etc. Donc faut voir de qui ça vient, le désarmement déjà aussi. Il y a une perspective historique à avoir là-dessus. Mettre fin à l'hypocrisie, oui, évidemment, mais c'est pas. Je ne milite pas pour le port d'armes en vue d'assainir la moralité et les propos de chacun ou les dérives en fait à laquelle les Français sont contraints pour arriver à s'armer. La question est autre, c'est-à-dire que déjà toute cette détention d'armes ne vous permet, si vous effectivement vous y livrez, de défendre déjà que votre domicile. Puisque, comme l'a très bien expliqué notre autre invité, vous n'avez pas le droit de transporter ces armes. À moins que vous prétendiez être en train de chasser en permanence, ça va être très compliqué. Donc, déjà, nous, ce que nous défendons à l'ARPAC, c'est la possibilité de porter une arme dissimulée, il ne s'agit pas de faire peur à tout le monde, dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue. Parce que c'est quand même là qu'on est le plus souvent confronté au danger. Chez soi, il arrive malheureusement qu'on ait à faire des saucissonnages. Effectivement, un fusil vous aidera énormément dans ce cas-là, mais s'il est stocké exactement comme il doit l'être selon la loi, dans un coffre avec les munitions à part, le temps que vous arriviez à rendre votre arme opérante,
il y a de fortes chances que votre famille ait déjà payé un lourd tribut à l'ambition des malfrats. Alors oui, un petit mot, effectivement, 2022, un 337 cas de homejacking, hein, c'est ces fameux cambriolages dont vous nous parliez, un violent à domicile en présence des habitants, dont 139 sous la menace d'une arme qui ont été recensés donc par la préfecture de police. Évidemment, Mitch Menet, vous le savez, c'est une proposition qui est très décriée en France. Beaucoup de Français n'ont tout simplement pas envie d'avoir des dérives à l'américaine. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'ailleurs, ils sont en grande majorité contre, 19% des personnes. Vrai. Non, c'est voilà. Vrai. C'est-à-dire que oui, on a la majeure partie des Français en fait a été convaincue en fait par je dirais une certaine bien-pensance médiatique qui sévit depuis le reportage de Michael Moore de Bowling for Columbine. Et tout ça, en fait, c'est un narratif qui est poussé par le lobby de Michael Bloomberg aux États-Unis, qui est ce magnat des médias, ancien maire de New York, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant, qui pèse quand même 76 milliards de dollars à lui tout seul. Alors on nous parle souvent du lobby de la NRA, avec ses 23 milliards, toutes les entreprises associées, ils font pas du tout le poids face au lobby des anti-armes. Ça c'est une vérité chiffrée qui est beaucoup plus importante. Et en fait, les médias majoritairement à gauche en France reprennent mot pour mot ce que leur sert le New York Times. Mais cette espèce de chantage à la tuerie de masse qu'on nous fait, c'est quelque chose qui est extrêmement biaisé. C'est vraiment une lecture très très orientée des faits, puisque il n'y a pas de corrélation entre le taux de criminalité des États des États-Unis, qui ont tous des lois différentes, et leur liberté des armes. Et puis il y a des contre-exemples extrêmement proches de nous, comme la République tchèque, qui a un taux de criminalité, un taux d'homicide 2 fois inférieur à celui de la France métropolitaine, alors qu'ils ont une possibilité d'avoir un port d'armes qui correspond d'ailleurs à peu de choses près à ce que demande l'ARPAC. Mais regardez, pas plus tard qu'hier, Mitch, féminicide à Montpellier, un homme qui tue son ex-femme par balle à la sortie du tribunal avant de retourner son arme contre lui. C'est vrai que c'est peut-être le type de fait divers qu'on pourrait éviter sans... Si la femme avait pu être armée dans l'espace public... Surtout qu'il pourrait se multiplier si on avait droit de porter tous des armes sur le domaine public. Non, mais là, lui, il a tué sa femme parce qu'il était certain qu'elle n'en possédait pas et qu'elle respectait la loi et qu'elle n'en aurait pas dans l'espace public. Mais si vous savez que votre femme a une arme à feu, quand vous dégainez, vous vous mettez en danger. Bon là, quelque part, il s'en moquait. C'était un acte suicidaire. Il faut rappeler qu'il s'est suicidé derrière. Donc, il a tué sa femme avant. Voilà, je suis d'accord. Mais il a tué sa femme et il s'est suicidé. Donc, mais vous comprenez que ça puisse choquer une grande partie des Français. Mitch, mais vous comprenez que ça fasse peur à une grande partie des Français, que c'est tout simplement pas dans notre culture. Vous parlez des journalistes très bien. Ça a été enlevé de notre culture en 1939. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Marseillaise, mais c'est aux armes, citoyens. C'est-à-dire que la première chose qui a été demandée à la Révolution française, c'était justement de retirer le privilège des armes. Pendant toute la Troisième République, on a même eu des bataillons scolaires. On enseignait aux enfants à tirer à l'école. La culture française a été désarmée par Daladier, puis par Vichy, qui punissait de mort la détention et le port d'armes. Et tout ça, ensuite, c'est un décret-loi qui a été ratifié 26 ans après. Donc effectivement, une fois qu'on a eu détruit cette culture des armes, là, on s'est dit qu'on pourrait ratifier les choses et les mettre au carré. Mais moi, si le meurtre de cette femme au sortir du tribunal me choque, effectivement, j'ai pas oublié Anne-Lorraine Schmitt qui s'est fait égorger pour refus de fellation dans le RER. Elle était désarmée. Toutes les victimes dans les attentats, par exemple, dans les rues de Paris, étaient toutes désarmées. Il y a eu un avant et un après Bataclan. C'est ce qu'on a pu lire justement. Au niveau de l'ARPAC. Oui, au niveau de l'ARPAC. Vous avez vu des gens venir vous voir militer pour le port d'armes après cette série d'attentats en 2015. Bien entendu, mais pas que là. C'est-à-dire que l'affaire Crépol, par exemple, avec le meurtre de Thomas, nous a amené effectivement des adhérents.
En général, on va y revenir. Je vous coupe un petit peu parce qu'on va donner tout à l'heure la parole à Maître De Vita. Non, bien sûr. Et on marque une courte de pause. Il y a beaucoup de réactions. Oui, il y a des réactions sur les réseaux sociaux et puis au standard 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez, vous nous posez toutes vos questions. On essaiera d'y répondre tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. On poursuit ces débats sur l'autodéfense, de plus en plus plébiscité par un certain nombre de Français. En tout cas, on essaye d'être prudent, mais d'y voir plus clair, de donner la parole à tout le monde. Maître Di Vito, on parlait de Vita, pardon, je vous ai rebaptisé. On le rappelle, hein, vous êtes l'avocat, vous étiez l'avocat de cette affaire emblématique de l'autodéfense, hein, le bijoutier de Nice en 2018. L'affaire avait fait grand bruit et avait mobiliser l'opinion publique. Il faut rappeler que l'autodéfense est souvent liée à la question de la légitime défense, qui est une notion extrêmement complexe et encadrée dans le droit français. Absolument. Sur le plan technique, la légitime défense est un texte de loi qui pour moi est très bien fait. Sur le plan pratique, son application est délicate. C'est-à-dire ? La difficulté est là. Je voulais juste dire par rapport à Mitch que moi je comprends toutes les idées et il y a débat sur les idées évidemment. Je dis simplement ceci, on considère par exemple que la voiture est une arme. Il faut un permis pour utiliser une voiture. Une arme c'est encore plus dangereux et dans le cadre de sa proposition, il faudrait qu'il y ait une formation aussi. Sur le plan technique, puisque mon rôle est technique, la difficulté avec la légitime défense réside dans son application. C'est un texte de loi assez tabou qui existe depuis les lois naturelles, comme on dit, c'est-à-dire depuis la nuit des temps en matière de droit. Mais il y a toujours eu des difficultés de perception parce qu'il y a des débats politiques et philosophiques autour. Et c'est fort dommage parce que le texte de loi, avec ses conditions cumulatives strictes mais équilibrées, font que c'est un beau texte de loi. Alors, il y a deux problèmes sur l'application de la légitime défense. C'est le problème de la proportion que tout le monde connaît, c'est-à-dire si vous êtes agressé à main nue, vous faites l'objet d'une attaque à main nue, vous pouvez riposter proportionnellement à main nue. S'il y a une arme blanche, vous pouvez riposter avec une arme blanche. Et s'il y a une arme à feu, avec une arme à feu, avec ce sous-problème qui est que cette arme à feu, la plupart du temps, sauf un chasseur ou un détenteur sportif, n'a pas la possibilité de l'avoir et que même si il est reconnu un état de légitime défense, il sera condamné pour n'avoir pas eu le droit de porter cette arme avec laquelle il a sauvé la vie de ses proches ou de lui-même. Oui, par définition, ce sont des actions qui vont très vite, il faut penser très vite et j'imagine que tout est là. Voilà, c'est-à-dire là vous mettez le doigt sur ce qui est pour moi le vrai problème, parce que la proportion ne pose pas de difficulté. Le vrai problème dans l'article 122.5, c'est le problème du « en même temps ». Alors, c'est assez curieux, c'est une expression qui revient souvent en ce moment, mais il faut que ce soit en même temps, c'est-à-dire que vous ripostiez instantanément à l'agression. Et la perception du « en même temps » est faussée par un concept qui est développé en ce moment en doctrine, qui est très précis, qui dit attention, la personne qui est violemment agressée, surtout avec une arme à feu, a un ressenti qui fait que le concept temps est modifié. Et que ce qui lui peut être instantané peut être quelques secondes. Et la plupart du temps, la légitime défense est repoussée par les juridictions parce qu'on dit qu'il n'y a pas de concomitance entre l'agression et la défense. C'est une vraie difficulté. Il semblerait qu'il y ait une juste évolution sur ce concept de ressenti de la victime, mais on va tomber sur le problème qui est aujourd'hui, et pour moi, quasi insoluble, c'est-à-dire que la légitime défense ne pose aucune difficulté devant une cour d'assises, donc en matière d'homicide ou de crime, avec les jurés. Les jurés sont prêts à adhérer la plupart du temps et à octroyer la légitime défense à la victime. Les magistrats professionnels, eux, ont une espèce de défiance et une espèce de critique intrinsèque d'idéologie, à ce texte de loi qu'ils ne veulent pas appliquer. Peut-être pour ne pas laisser la porte ouverte à des dérives. Parce que si tout le monde se met effectivement...
c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans ma carrière. J'ai eu une dizaine d'affaires de légitime défense. La plus emblématique était celle du bijoutier de Nice, parce qu'effectivement, vous l'avez dit Stéphanie, elle a fait un bruit incroyable et inexplicable d'ailleurs. Les jurés, lorsqu'ils ont rendu leur délibéré, j'ai bien vu leur visage, même si la peine convenait et que l'acquittement pour homicide a été accordé au bijoutier, à Stéphane Turc, ils avaient l'air déçus. On sentait bien que s'ils avaient délibéré seuls, sans des magistrats professionnels comme ça existe dans certains pays anglo-saxons, on sentait bien qu'il y aurait un acquittement sec et pour le tout. Mais les magistrats professionnels, pour des raisons, je pense, idéologiques, n'ont pas vraiment, ils trouvent tous les moyens pour ne pas appliquer ce texte et s'emparent souvent, la plupart du temps, du en même temps. Non, monsieur, vous avez tiré 8 secondes après votre agression, ce n'est pas en même temps, et donc on vous refuse l'octroi de légitime défense. Ouais, c'est très intéressant. Voilà, sur le plan technique. Après, je me permettrai juste une petite précision. Je dis que on a aussi un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, quand des policiers ou des gendarmes font usage, dans le cadre de la légitime défense qui leur est plus favorable de leur arme, ils sont systématiquement placés en garde à vue. Et personne, je dis bien personne, même des policiers ou des gendarmes, n'ont pas envie d'aller en garde à vue pour avoir simplement exercé leurs droits. C'est un débat Esteban. En tout cas, Stéphanie, ça réagit beaucoup puisqu'on a Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc je suis moi-même détenteur d'un revolver, étant tireur sportif bien sûr, depuis plus de 10 ans. Mais enfin, je voulais dire que c'est vrai que l'arme que je détiens à la maison, avant de l'utiliser, il faut au moins un quart d'heure pour aller la chercher dans son coffre et enlever le cadenas que j'ai mis dessus pour pas refermer le barillet. Bon bref, donc c'est à la maison, elle ne sert à rien pour l'autodéfense. Il vaut mieux une matraque à la limite. C'est sûr. Et ensuite, monsieur l'avocat disait qu'une arme est plus dangereuse qu'une voiture. Non, une arme, c'est un morceau de ferraille qui pèse 1 kilogramme. Souvenons-nous de l'attentat de Nice avec le camion, 86 morts. Moi, avec mon revolver, je ne pourrais pas tuer 86 personnes. Je pense que je serais neutralisé bien avant. Donc, l'arme elle-même, ce n'est pas dangereux. C'est celui qui la portera ou qui s'en servira d'une manière... comme les voyous, avec leur kalachnikov qui tirent dans tous les sens. Voilà, bon, après pour le port d'armes pour les citoyens, c'est un peu délicat, parce que des gens, moi je vois qu'avant il y avait des tirs obligatoires, 3 par an, pour les détenteurs d'armes, et il y avait un carnet de tir donc qui était reporté sur un carnet de police, et maintenant il n'y a plus ça. Donc on peut détenir l'arme et aller au stand de tir quand bon nous semble. Bon, avant 3 fois par an ce n'était pas beaucoup, mais enfin il y avait déjà ces 3 fois. Donc pour les citoyens, vu comme je vois dans les stands de tir comment certains utilisent l'arme, ça vous fait peur. C'est pas fameux, voilà. Ils mettent tout à côté et un peu dans le carton. Mitch, justement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que ça fait 2 fois qu'on vous interpelle là-dessus, effectivement. C'est un grand classique. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Les gens ne sont pas capables de le faire, sachant que si on regarde ce que font les forces de l'ordre elles-mêmes, pour la plupart, avant que vous ne soyez dans le RAID ou dans le GIGN, on ne vous demande pas beaucoup plus que les tireurs sportifs. Et d'ailleurs, en général, dans les clubs de tir, c'est pas les policiers qui font les meilleurs cartons, alors que eux, ils portent leur arme en permanence. Maintenant, c'est pas parce que quelqu'un a une pratique, je dirais, un petit peu en dilettante du tir que on devrait le priver de son droit à l'autopréservation. C'est-à-dire que moi, je comprends même que d'ailleurs, ça démotive certains tireurs sportifs qui se disent qu'au fond, ils font des trous dans du carton. Et écoutez, oui. Honnêtement, c'est très relaxant, c'est très agréable de faire du tir sportif, mais justement, on les prive aussi d'une pratique qui pourrait potentiellement leur sauver la vie. Donc, les clubs de tir et la Fédération française de tir fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour vraiment dissocier au moins en apparence, la détention d'armes et la pratique de la défense. Comme on a beaucoup de réactions, Mitch Menet, je vous coupe, mais on va poursuivre un petit peu ce débat au-delà de 13h. On se retrouve dans quelques instants. Oui, après les informations sur Sud Radio et puis toujours 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru.
Et on poursuit ce débat qui vous fait beaucoup réagir sur l'autodéfense armée. De plus en plus de Français y pensent. En tout cas, on constate une explosion de la fréquentation des centres de tir. Esteban, ça réagit énormément. Énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook. On a une question peut-être pour vous, Mitch. Avant de passer aux armes à feu, est-ce qu'il n'y aurait pas un cran inférieur, peut-être au niveau de, par exemple, un taser, un choker ou une bombe lacrymogène? On sait qu'aujourd'hui, si je me fais agresser dans le métro et que je donne un coup de gazeuse à mon agresseur, c'est moi qui peux être embêté. Alors la question mérite d'être posée puisqu'effectivement, en fait, vous n'avez pas le droit d'être armé tout court. Votre couteau suisse, même un tournevis et effectivement la bombe lacrymogène sont tous parfaitement interdits. Je dirais qu'à défaut de grives, on mange des merles. On pourrait, ce serait effectivement aller dans la bonne direction que d'autoriser ça. Mais souvenez-vous que les joyeuses racailles qui vont vous agresser avec le sourire aux lèvres, eux, ils s'en moquent. Ils auront des AK-47, ils auront des Glock, ils auront toutes les armes qu'on vous autorise pas à avoir. Donc, si vous voulez juste réduire l'asymétrie d'armement à la marge et être, je sais pas, un tout petit peu moins des victimes, effectivement, ça peut paraître une solution. Maintenant, si vous voulez pouvoir être un acteur réel de votre défense, il faut se rendre compte que vous êtes des humains qui ont des outils, et l'outil pour se défendre, c'est une arme à feu. Franck De Vita, le juriste que vous êtes, l'avocat que vous êtes, quand vous entendez Mitch Méné parler comme ça, vous vous dites attention, quand même, danger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conséquences judiciaires. Oui, non mais les gangsters, c'est un métier. Ils sont dans l'infraction permanente à compter du port d'armes prohibé jusqu'à leurs actes délictueux ou voire criminels. Le problème de l'arme, contrairement à ce que disait monsieur, ce n'est pas qu'un bout de ferraille. J'insiste, il faut une formation, ça se charge, il y a un problème de munitions, il y a des sécurités, etc., etc. Une arme reste quand même... oui, les voitures sont des armes de destination. Bon, l'image du 14 juillet à Nice est complètement déplacée parce que c'est quelqu'un qui avait sûrement son permis de conduire, mais enfin qui a fait un usage terrible. Ça peut être dangereux. On voit quand même des choses en dehors des racailles, comme disait Mitch, ou des bandits ou des gangsters que j'ai défendus. C'est mon métier aussi. On voit quand même des morts stupides par arme à feu pour une place de parking entre des gens tout à fait normaux. Et on retombe sur la question, oui, mais généraliser, donner des armes à tout le monde qui sur un coup de sang, un coup de nerf, peut en faire usage sans agression, ça pose une difficulté. Mais je dirais que c'est politique. Moi, le combat de Mitch, c'est un combat de politique, de citoyen qui a des idées. Moi, je suis un technicien du droit. Un technicien du droit, c'est simplement de dire, il faut dans tous les cas encadrer de manière rigoureuse les armes à feu. Alors c'est vrai que si vous êtes attaqué dans la rue, si vous avez un permis de chasser ou si vous avez une détention sportive, vous pouvez rien faire. Sinon, vous avez pas l'arme sur vous. Maintenant, si vous faites l'objet d'un cambriolage la nuit, que vous entendez venir aux agresseurs, que vous avez un fusil de chasse ou une arme de poing selon détention, vous avez tout à fait le temps de sortir et d'en faire usage pour vous défendre. C'est une réalité aussi. Mitch, vous avez quelque chose à rajouter parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Le mythe des gens qui se tuent pour la place de parking, on le connaît, c'est une véritable expression de la condescendance qu'on peut avoir. Je trouve que c'est assez triste parce que vous avez très justement pointé, Maître, la condescendance des magistrats vis-à-vis des citoyens à qui ils ne veulent pas accorder la légitime défense, justement pour des raisons un petit peu méprisantes, en se disant qu'il ne faut pas laisser le bas peuple en fait avoir de quoi se défendre parce qu'on a peur de ces dérives. Et derrière, je trouve qu'il y a une réelle contradiction avec ce mythe des gens qui se tuent pour une place de parking, parce que déjà c'est pas si fréquent que ça. Ceux qui se tuent pour une place de parking à coups d'arme à feu actuellement sont des gens qui sont armés illégalement, toujours, puisque ça reste interdit. Donc ça reste des malfrats qui commettent des crimes sur des citoyens désarmés. Et par ailleurs, ce mépris permanent, en fait, ce fait de penser que le français est tellement stupide ou sanguin qu'il serait incapable d'avoir la moindre maîtrise de soi
en simple possession d'une arme. Je trouve que c'est malheureusement caractéristique de cette espèce de mythe de la punition générale, sous prétexte qu'il y en a un ou deux qui ont des comportements inacceptables. On va interdire à tout le reste de la population de se protéger. Moi, je suis contre la punition collective. Merci en tout cas. Je suis pour la présomption d'innocence des citoyens. Et on rappelle tout de même que selon un dernier sondage, 61% des Français sont contre, totalement. Et on va changer ça. Oui, bon, en tout cas, voilà, on vous a donné la parole. On a donné la parole à tout le monde ici. Merci, maître Franck De Vita, d'avoir été avec nous, avocat au barreau de Paris. Merci également à Mitch Ménet. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio, on va parler d'un pays aussi où les armes à feu font beaucoup débat, c'est les États-Unis. Pour ce faire, nous avons deux invités exceptionnels aujourd'hui. Anne Toulouse, journaliste spécialiste des États-Unis et surtout auteur de ce livre, L'art de trumper, c'est aux éditions du Rocher. Bonjour à vous. Et nous avons Gérald Olivier, journaliste franco-américain, au cœur de ce livre, Cover Up, aux éditions Confident. Bonjour. Et voilà, je monte les deux livres. Et on va pas parler d'armes avec vous. Bonjour à tous les deux, Anne Toulouse, Gérald Olivier. On va parler des élections américaines qui approchent à grands pas dans quelques semaines, le 5 mars, Super Tuesday, donc les primaires républicaines. C'est un moment extrêmement important dans ce scrutin futur. Doit-on craindre les retours de Donald Trump et Joe Biden pour la planète? En tout cas, on en parle, ça semble déjà plié, ce duo. Anne Toulouse, donc vous venez de publier le livre L'art de trumper. Ça y est, cette affiche, elle est pliée. Joe Biden face à Donald Trump, ou il peut y avoir encore des surprises? Comme on dit aux États-Unis, vous savez, c'est pas fini avant que la grosse dame ait chanté, comme à l'opéra. Donc, puis il y a une incertitude sur les deux candidats, ne serait-ce que parce que nous sommes à 8 mois et demi de l'élection et que tout peut arriver d'ici là. Joe Biden, il y a beaucoup de rumeurs sur sa santé, sur le fait, il y a même un fantasme en ce moment à Washington sur le fait que dans un mois, il annoncerait peut-être qu'il se retire, parce que c'est un vieux souvenir de 1968 où Lyndon Johnson avait annoncé qu'il se représenterait pas. Alors les gens ont envie de réécrire l'histoire. Bon, le fait est qu'on voit un Joe Biden de plus en plus affaibli, qu'on voit de moins en moins d'ailleurs, et que même si son équipe défend son acuité mentale, il y a de plus en plus de pression, y compris du côté démocrate, pour qu'il laisse la place à quelqu'un, mais à qui? À quelqu'un. Alors on parle même de ce qu'on appelle le brokered convention, c'est-à-dire que tout se résolve au moment de la convention où Joe Biden mettrait sur la table les délégués qu'il a amassés, et à ce moment-là, ce serait à eux de décider. Alors ce serait quand même un petit peu la foire d'empoigne. C'est cet été, la convention démocrate, donc à quelques mois encore. Ouais. Bon, du côté de Donald Trump, lui ne décrochera pas. Il est solidement cramponné au pouvoir et il est en train de moissonner des délégués. Mais Nikki Haley, qui reste la seule survivante parmi les candidats républicains, a dit encore hier qu'elle n'allait pas renoncer, qu'elle resterait au moins jusqu'au Super Tuesday. Pourquoi? Parce qu'elle veut moissonner le plus de délégués possible et rester le plus longtemps possible pour être une alternative. Parce que Donald Trump, même si en apparence il est plus fringant, a quand même sur la tête pas mal de Français. On va en parler, justement. Donc voilà, ça n'est pas fini tant que c'est pas fini, mais c'est hautement probable, en gros, pour résumer. C'est bien dit, Laurent, Anne Toulouse. Gérald Olivier, vous partagez voilà, c'est l'analyse un petit peu d'Anne Toulouse, c'est un peu plié, mais en même temps, on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Oui, tout à fait, non, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux choses sur lesquelles que je voudrais souligner. La première, c'est vrai que jusqu'aux conventions nationales de l'été, tout peut arriver. Techniquement, c'est lors de la convention que le candidat du parti est déterminé, et il peut y avoir des cas où quelqu'un qui arrive à la convention avec un nombre de délégués insuffisant pour être élu ne soit pas au final le candidat du parti. Donc jusqu'à l'été, la convention républicaine c'est en juillet, la convention démocrate c'est au mois d'août à Chicago. Jusqu'à ce moment-là, je dirais tout peut arriver. L'autre chose, c'est qu'on a un processus des primaires qui est un petit peu irréel cette année.
Parce que vous savez que normalement, ce processus qui s'étale de janvier à juin sert justement aux électeurs de chaque parti d'avoir leur mot à dire et de déterminer qui sera le candidat. Et là, dans les deux camps, les jeux étaient faits un petit peu avant que les élections aient commencé. Ils sont très favoris quand même. Voilà. Enfin, Trump est le favori clairement des Républicains. Trump a gagné les quelques primaires qui ont déjà eu lieu. Il a gagné le caucus de l'Iowa, il a gagné dans le New Hampshire, il a gagné au Nevada. Et à chaque fois, avec une majorité absolue. Et un écart de 30 points sur sa première poursuivante, qui en effet est Madame Nikki Haley. Et côté démocrate, il y a eu deux petits défis à Joe Biden, des candidats qui sont passés totalement inaperçus. Marianne Williamson, que personne ne connaît, et un élu du Minnesota qui s'appelle Dean Phillips, qui n'a absolument pas réussi à être entendu. Donc on a des primaires, il y a un processus qui se déroule. Il y aura la primaire de Caroline du Sud mardi prochain. Mais le résultat est déjà un petit peu acquis d'avance. Bon, on va en parler parce qu'il y a plein de choses à dire dans quelques instants. Ouais, puis avec vous aussi au 0826 300 300. Peut-être que vous nous écoutez depuis New York ou Los Angeles via la page Facebook de Sud Radio, le YouTube ou même le podcast audio. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. J'ai mal à faire entendre ma voix avec ce gros baryton, voilà, l'hymne américaine, puisqu'on parle des élections américaines. Il y a quelques échéances extrêmement importantes, notamment dans les primaires républicaines. Nos deux invités, Anne Toulouse, l'art de Trumper. Voilà pour le livre, Gérald Olivier, Cover Up, tous deux experts donc des États-Unis. On le disait, c'est quasiment fait, mais pas complètement, parce qu'il y a aussi des affaires. Donald Trump, notamment, a plusieurs procès qui arrivent, plus ou moins importants pour lui, Anne Toulouse. Ah bah plus que moins, parce qu'on a commencé par les plus bénins, puisque ça a été pour une histoire de paiement à une ex-actrice de films porno et qui a entraîné un faux en écriture. Ça s'est déjà jugé. Il y a eu l'affaire d'accusation d'inconduite sexuelle. Et il y a eu, alors c'est ce qui est grave financièrement pour lui, l'affaire sur l'accusation de fraude financière, puisqu'il a été condamné pour avoir exagéré ses biens pour obtenir des prêts à des taux plus favorables. Donc tout ça ayant été conduit par des magistrats qui avaient fait campagne sur le fait qu'il voulait se faire la peau de Trump et de son empire, ça a en quelque sorte accru sa popularité auprès des vrais croyants, de ceux qui le suivent. D'ailleurs, on voit bien qu'à chaque fois, les sondages montent, l'argent afflue, mais il se trouve quand même dans une situation financière assez délicate. Oui, 355 millions de dollars, alors qu'il a 400 millions de cash. Il en est à plus de 400 millions de dollars si on additionne toutes les pénalités. On se demande un peu comment il va les payer, puisqu'il peut toujours avoir ce qu'on appelle un bail bond, c'est-à-dire mettre de l'argent, environ 15% de la somme sous séquestre, mais en même temps les intérêts s'accumulent sur cette somme. C'est colossal. Donc, et il ne peut pas utiliser les fonds de campagne pour payer ça. Donc on se demande s'il va pas perdre une partie de son empire immobilier. Mais tout ça n'affecte pas beaucoup sa situation politique auprès des gens qui croient en lui. Ce qui est vraiment dommageable, c'est les deux qui viennent. Il y a celui pour son rôle sur l'insurrection ou l'émeute. Alors si on parle aux démocrates, on dit insurrection. Si on parle aux républicains, on dit émeute. Et puis les autres regardent ça d'un air consterné. Parce qu'il ne faut pas oublier les autres. Entre les deux, il y a les indépendants qui sont quand même extrêmement importants. Donc vous avez ce procès-là qui doit se tenir à Washington. Et puis vous avez celui en Géorgie pour association de malfaiteurs, c'est grave, ça peut être la prison, pour avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection de 2020. Alors, quelle influence tout ça va avoir sur l'esprit des gens? Parce que si vous regardez les primaires, ce sont les vrais croyants qui votent. Ça représente des deux côtés à peu près, si vous additionnez les deux, peut-être 30% de l'électorat. Mais vous avez les élections générales, elles se gagnent au centre, alors que les primaires se gagnent aux extrêmes. Et là, les électeurs indépendants, dont je dirais que j'en fais partie, parce que moi je ne suis affilié à aucun des deux partis, ni démocrate ni républicain, ceux-là se disent, mais ça fait quand même beaucoup, et puis il va quand même passer plus de temps, c'est ce que disait Nikki Haley, c'est un homme qui va passer plus de temps au tribunal que dans la campagne. Donc ça risque de peser, de grignoter petit à petit sa position, surtout s'il était condamné, et surtout s'il était condamné au pénal. Gérald Olivier, il n'a pas le choix. Donald Trump, c'est soit la présidence, soit la prison.
Je n'irai pas jusque-là, mais la stratégie des démocrates, elle est très très claire, elle est de l'empêcher d'être candidat. Et si on ne parvient pas à l'empêcher d'être candidat, l'empêcher de faire campagne. Vous pensez que les juges, parce que c'est sa rhétorique, que les juges sont des pourris démocrates qui veulent l'empêcher de se présenter. Que les poursuites soient politiques, ça ne fait aucun doute. Oui. À part celle de Jack Smith, et encore, si vous voulez, sur le 6 janvier, parce qu'il y a un événement à la base malgré tout, qui est assez insolite dans l'histoire américaine, mais les poursuites dans l'État de New York, ce sont des poursuites politiques de la part de magistrats engagés qui, comme le dit Anne Toulouse, voulaient se faire la peau de Donald Trump et ont réussi à se faire la peau de Donald Trump. Ça le renforce. Ça le renforce politiquement, ça l'affaiblit financièrement. Précisons malgré tout que ces deux décisions sont un appel. Donc l'amende de 355 millions de dollars, il n'est pas sûr qu'elle tienne. Il est même probable qu'elle sera réduite parce que il y a eu quand même une disproportion entre la faute et la sanction. Et là, manifestement, c'est un juge qui a voulu aller au-delà de ce qui était nécessaire. D'autant que c'est un procès qui est sans précédent. Personne avant Donald Trump n'a été poursuivi à New York ou ailleurs pour les motifs qui ont été utilisés par ce magistrat pour poursuivre Donald Trump. Donc c'est une situation tout à fait insolite. Par contre, oui, allez-y. Non, j'allais dire, ce qui est incroyable, dont on parle assez peu finalement en France, c'est que quand on parle avec des Américains républicains, mais quand même modérés, on se rend compte que encore un Américain sur 6 met en doute cette théorie du complot sur le 6 janvier 2021, que c'était en fait un coup monté du FBI. Pareil pour les élections, beaucoup de républicains estiment qu'elles ont été truquées. On en parle très peu ici. C'est ce que je dis dans mon livre, et d'ailleurs je parle de la contamination, puisque vous avez oublié le sous-titre qui est comment il a contaminé le reste du monde. Je pense que ce qu'on peut reprocher le plus à Donald Trump, c'est le coup de canif au principe démocratique, parce qu'on ne peut pas dire que l'élection de 2020, personne n'a prouvé et qu'elle ne s'était pas faite légalement et selon les formes. Et à partir du moment où vous ouvrez la boîte de Pandore du processus démocratique, c'est très très dommageable. On l'a vu aussi en France, après l'élection d'Emmanuel Macron, je fais le parallèle en disant, aussi bien à l'extrême gauche, mais surtout à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, on a dit il a été trop mal élu. Or, comme on dit aux États-Unis, on n'est pas un peu mort, on n'est pas un peu enceinte, on n'est pas élu, on est élu. Voilà. De fraude, oui, Gérald Olivier. Là, vous allez quand même mettre un bémol. Oui. Parce que le coup de canif dans la démocratie, le premier coup de canif, il vient pas de Trump, il vient de ses adversaires. Souvenons-vous, Hillary Clinton, souvenons-nous, c'est la première à avoir dit que Trump était un président illégitime. Parce qu'elle avait gagné le vote populaire, elle avait perdu au collège électoral, ce qui est parfaitement dans la règle constitutionnelle américaine, et elle a soutenu qu'on lui avait volé l'élection. Ça, c'était en 2016. Suite à cette élection, Donald Trump, président des États-Unis, a fait face à une sorte de coup d'État de l'intérieur à travers l'affaire de collusion avec la Russie, qui était un dossier totalement monté et totalement faux, qui a été accepté par le FBI, qui a été mis en avant par le département de la justice et qui l'a pénalisé pendant les 2 premières années de sa présidence. Ça, c'est un coup d'État, une tentative de coup d'État qui venait de l'intérieur. Et en ce qui concerne l'élection de 2020, tout le monde se focalise sur le vote et les abus que le vote par correspondance a pu susciter. Mais en fait, il y a un épisode qui précède, qui est beaucoup plus important, que d'ailleurs je raconte dans mon livre Cover Up, c'est l'interférence du FBI dans la campagne pour masquer les révélations contenues sur les affaires de Hunter Biden et de son père Joe Biden, révélations contenues dans le fameux ordinateur dont on a prétendu qu'il s'agissait d'une campagne de désinformation russe, prétention soutenue, mise en avant par le FBI, alors que le FBI et d'autres savaient pertinemment que cet ordinateur était vrai et que si ces révélations avaient été mises à jour comme elles auraient dû l'être, Joe Biden n'aurait jamais été élu président. Donc en 2020, il y a eu une tentative, je dirais, contre Trump, menée par ce qu'il appelle l'État profond, et dont personne ne parle, se focalisant plutôt sur la réaction de Donald Trump aux résultats et aux conditions du vote. Anne Toulouse, vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, moi je ne me situe pas dans toute cette analyse conspirationniste. Moi je regarde simplement les choses... C'est pas une conspiration, parce que c'est totalement documenté, excusez-moi de vous couper, mais tout ça est totalement documenté. Allez-y. Et les interférences du FBI, elles ont été dénoncées, notamment à travers la campagne qui s'appelait les Twitter Files à une époque, et depuis cette élection, des journaux parfaitement respectables et tout à fait dans le mainstream, comme on dirait, le New York Times, le Washington Post, ont reconnu
que pendant la campagne 2020, il y avait eu une ingérence pour dissimuler au public américain un certain nombre de faits. Et après l'élection, un sondage a été mené où les Américains vous ont dit que s'ils avaient su avant ce qu'ils avaient appris depuis, ils n'auraient pas voté Biden. Et ils étaient 17% à le dire. Anne Toulouse, ça montre en tout cas quelque chose, c'est que la prochaine élection risque d'être, si j'ose dire, encore pire au niveau de la désinformation. C'est l'un des grands enjeux de cette future élection, quel que soit d'ailleurs le candidat. Oui, cette élection, le résultat de l'élection, quoi qu'il arrive, risque d'être chaotique. Surtout si on a les deux candidats qui se présentent. Parce que des deux côtés, on vient d'en avoir un exemple, il y a des gens qui sont totalement passionnés. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas penser que les États-Unis sont séparés en deux moitiés qui ne rêvent que de se sauter à la gorge. J'y vis pratiquement en permanence, je suis à moitié américaine comme monsieur. Et donc, ça n'est pas ce que je vois. Parce que comme je le disais, les partis démocrates et républicains représentent chacun de leur côté à peu près 30% de l'électorat. Ce qui fait que par défaut, vous avez un grand tiers qui est indépendant, qui est un parti qui n'existe pas, mais qui est en train d'essayer d'exister. Parce que vous voyez, par exemple, on ne parle pas, tout à l'heure on parlait des candidats anecdotiques, mais vous avez des candidats indépendants. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'ils ne sont pas très rassembleurs. Il y a le fils de Robert Kennedy Jr., mais qui lui-même est tellement dans les théories conspirationnistes contre les vaccins, contre le FBI, contre ceci, contre cela, qu'on se demande s'il va prendre des voix à Joe Biden ou à Donald Trump. Et vous avez aussi un groupe de politiciens qui essaient de monter un troisième parti qui s'appellerait No Labels, c'est-à-dire pas d'étiquette. Ils ont du mal, ils ont essayé de débaucher Nikki Haley, mais qui veut quand même garder son étiquette républicaine. Mais vous avez tous ces gens qui regardent la politique et qui sont consternés, absolument consternés par ce qui se passe aux deux extrêmes. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire en novembre? Est-ce qu'ils ne vont pas voter? Est-ce qu'ils vont se résigner? J'ai un chapitre qui s'appelle le vote à l'envers, c'est-à-dire non pas de voter pour celui qu'on voudrait, mais contre celui qu'on ne voudrait pas, qu'on voudrait encore moins. Et je trouve que cette situation est très très dommageable, déplorable pour un grand pays comme les États-Unis. On y revient dans quelques instants. Oui, parce qu'il y a beaucoup de réactions évidemment sur les réseaux sociaux et au standard 0826 300 300 pour intervenir, pour réagir ou pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Et on poursuit ces échanges nourris sur la prochaine élection présidentielle. On le voit qui suscite les passions. Gérald Olivier, je me faisais la réflexion là pendant la publicité. C'est vrai qu'en France, on voit toujours les mêmes depuis 30, 40 ans. Ça agace fortement les Français. Aux États-Unis, on avait coutume de voir beaucoup plus de changements, de renouveau dans les élections américaines. Comment est-ce possible qu'on puisse imaginer de retrouver ces deux personnes qui sont quand même extrêmement âgées? Alors, j'ai rien contre les personnes âgées, mais quand même 81 ans pour Joe Biden, avec des trous de mémoire réguliers, Donald Trump qui est pas tout jeune non plus. Comment ça se fait? En fait, moi je dirais quand même, je ferais une petite remarque, c'est que Joe Biden est en effet en politique et il est sur le devant de la scène depuis une éternité. Ça ne fait aucun doute. Il a été élu sénateur en 1972, il est devenu vice-président en 2009 et président en 2020. Donc il occupe le terrain depuis très 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 longtemps. C'est pas le cas de Donald Trump. Donald Trump, il a émergé sur la scène politique en 2015, lorsqu'il a descendu son fameux escalator pour se présenter à l'élection présidentielle. Simplement, Donald Trump, il occupe tellement de terrain, il prend tellement de place, il attire tellement l'oxygène à lui-même qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Mais en fait, il est nouveau venu en politique. C'est d'ailleurs en partie ce qu'on lui reproche. Il n'est pas du sérail, et c'est pour ça que vous avez tout un appareil d'État qui s'est retourné contre lui. Maintenant, en fait, en ce qui concerne ces deux personnages, la Constitution défend, je dirais, leur droit d'être là. C'est-à-dire que Donald Trump a été élu président, il a fait un mandat, il a le droit de prétendre à un second mandat. Mais souvent, on les voyait plus quand il perdait, on les voyait plus souvent. Parce que souvent, il n'en avait plus envie de demander à Al Gore s'il avait envie de se représenter. Il faisait autre chose. Mais il y a eu le cas de Nixon dont nous parlions. Il y a eu le cas de Teddy Roosevelt, qui a été un des plus grands présidents républicains à l'époque où le Parti républicain avait une aura qu'il a un peu perdue au cours surtout ces dernières années. Donc, en fait, le problème, c'est que du côté Biden, il n'y a pas eu un renouvellement. C'est-à-dire que d'abord, il avait promis qu'il ne ferait qu'un seul mandat, ce qui a un peu coupé les ailes de toutes les ambitions. On se disait, on y revient en 2024.
Et puis là, quand un président est un président sortant et qui n'a pas vraiment démérité, on ne peut pas l'empêcher de se représenter. C'était à lui de se retirer. C'est vrai que mais est-ce qu'il peut le faire, vous savez, le pouvoir, c'était. J'aime bien cette citation de John McCain, du sénateur John McCain, qui est mort maintenant. Il disait: le seul remède à l'ambition politique, c'est le liquide pour embaumer les cadavres. En France aussi, vous me direz, non, mais alors en France, excusez-moi, mais c'est pas du tout la même chose, parce que je vous ferai remarquer que si on additionne l'âge d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, on est encore en dessous de l'âge de Joe Biden, et on est à peu près autour de celui de Donald Trump. Non, mais c'est vrai, mais les gens n'en veulent pas. Gérald Olivier, les gens n'en veulent pas de ce couple. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez plus des 2/3 des Américains dans les sondages qui vous disent: on veut autre chose. On ne veut ni fromage ni dessert, et on aura au fromage ou dessert. Voilà, on tourne autour de ça. Moi, je suis pas totalement d'accord qu'il y ait personne. Il y a personne qui a réussi à émerger. Mais si vous regardez du côté républicain, vous avez une nouvelle vague qui va suivre. D'ailleurs, dès que, quoi qu'il arrive en 2024, la seule certitude que l'on a, ça c'est sûr, c'est que pour ces deux personnages, aussi bien Trump que Biden, quel que soit celui qui gagne, quel que soit celui qui perd, c'est leur dernière campagne. Ça, c'est acquis. Mais côté républicain, vous avez Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride. Tout le monde pensait qu'il allait attendre son tour, c'est-à-dire 2028, et il a choisi de défier Trump en 2024, et il n'est pas parvenu à être entendu. Donc il y a une relève côté républicain. Par contre, côté démocrate, on constate qu'il n'y a pas de relève. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les démocrates continuent, bon an, mal an, d'essayer de faire corps derrière Joe Biden en dépit de ses défaillances. Parce que si vous retirez Joe Biden, qui est-ce que vous mettez à sa place? Alors Kamala Harris, mais elle a beaucoup déçu. Il ne faut pas se braquer sur Kamala Harris. Personne ne veut d'elle. Bah oui, mais quand vous êtes numéro 2 et que le numéro 1 disparaît, le numéro 2 prend sa place. Anne Toulouse. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de relève. C'est-à-dire que la relève a été tétanisée par le fait qu'il y avait la statue du commandeur qui occupait la place. Mais vous avez au moins une dizaine de candidats qui sont prêts à se lancer. Vous avez la gouverneuse du Michigan, Gretchen Whitmer. Vous avez le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Bon, la Californie n'est peut-être pas le meilleur exemple pour faire élire quelqu'un, étant donné que c'est l'État où les impôts sont le plus élevés et l'essence le plus cher. Mais vous prenez une bonne dizaine de gouverneurs, de jeunes sénateurs, simplement, et même dans le gouvernement de Joe Biden, il y a Peter Buttigieg, des gens comme ça. Mais ils n'osent pas se présenter, puisque le parti n'est pas derrière eux et que le parti a de grands moyens de rétorsion. Le parti s'acharne à être derrière Joe Biden, qui a 80 ans, qui confond les présidents, qui confond les noms. Parce qu'il a gagné en 2020. Bah oui, mais attendez, il a été choisi. L'élection de 2020 n'était pas une élection pour élire Joe Biden. C'était une élection pour faire part de Donald Trump. L'ennemi, c'est Trump. Trump a totalement détourné le débat parce que justement, il occupe une telle place et il menace tellement le système. Et donc, en 2020, les démocrates ont profité de la pandémie pour mettre un candidat qui n'avait pas à faire campagne, que l'on pouvait garder dans sa cave derrière son masque, et qui allait être élu par défaut. C'est-à-dire qu'on n'allait pas élire Joe Biden sur son programme, mais on allait avoir quelqu'un, un grand-papa, qui serait gentil, qui réconciliait l'Amérique, qui serait là que pour un seul mandat, comme l'a souligné Anne Toulouse, et qui permettrait qu'on n'ait pas un deuxième mandat de Donald Trump. Donc il a été mis en avant avec cette mission, battre Trump. Il a réussi. Donc il reste le candidat qui peut battre Trump. Et comme apparemment ce sera Trump qui sera le candidat républicain, les démocrates s'en tiennent à Joe Biden. Cela dit, Anne Toulouse, il y a quand même un bilan, notamment économique, qui peut mettre à son avantage Joe Biden. Alors là, c'est assez délicat, le problème de l'économie, et c'est un peu la quadrature du cercle, parce que mais bon, les résultats sont plutôt pas mauvais. D'abord, il faut dire que Donald Trump, dans les sondages, a une grosse avance sur Joe Biden dans le domaine de l'économie, ne serait-ce que parce que les gens se souviennent du début de son mandat, parce qu'au milieu de son mandat, il y a eu le Covid, où tout s'est effondré. Mais au début, tout allait bien, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, le chômage était très bas, le niveau de vie augmentait, puis boum, le Covid, et arrive Joe Biden. Et l'économie sous Joe Biden, c'est assez curieux à regarder, parce que si vous regardez tout sur le papier, les chiffres sont bons. Ce qui est mauvais, c'est la perception.
Et d'ailleurs, là, je vais vous raconter une autre anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. Moi, j'entre pas dans les débats d'idées, je préfère regarder ce qui est sous mes yeux. Le Washington Post, qui est en quelque sorte le porte-parole officieux de la Maison-Blanche et du Parti démocrate, à longueur de colonne, vante les qualités de l'économie américaine, dont l'inflation se calme, etc., etc. Arrive une grève en décembre au Washington Post, et les employés du Washington Post, ceux-là même qui se plaignaient, qui disaient que tout allait bien et qu'il n'y avait pas que l'inflation, c'était pas la peine de s'en préoccuper, demandent des augmentations de salaire en disant l'inflation est galopante. Donc vous voyez entre le papier et la perception, alors effectivement l'inflation a fait du mal à la classe moyenne et aussi les taux d'intérêt, parce qu'aux États-Unis c'est très important d'acheter sa maison. Et quand les taux d'intérêt sont élevés, les jeunes couples, les gens qui ont leur premier emploi ne peuvent plus acheter une maison. Donc les gens ne sont pas contents. Est-ce que ce mécontentement sur l'économie va se traduire en novembre si nous avons le couple qui est annoncé? Ça, c'est la grande question. Mais c'est vrai que l'économie, c'est le moteur des élections et que pour l'instant, elle est très volatile et qu'il est très difficile de savoir quelle est la réalité et quelle est la perception. Ce que je peux vous dire, c'est que la vie est chère aux États-Unis. Gérald Olivier, du coup, c'est vrai, encore une fois, les Européens ont une très mauvaise perception dans ce qu'on peut lire dans la presse française sur les bons résultats économiques de Joe Biden. Il y a une nuance, manifestement. Non, mais justement, si Biden avait un bilan favorable sur lequel il puisse se présenter, il ne serait pas à 33% d'opinion favorable. Non, 40. Si vous voulez. Ah oui, non, mais c'est pas moi, c'est les chiffres. Peu importe. Toujours est-il qu'il est quand même très très largement impopulaire, que une immense majorité d'Américains, c'est plus des 2/3, estiment que le pays va dans la mauvaise direction, et il serait pas à 5 points derrière Trump dans les sondages, aussi bien au plan national que à l'intérieur des fameux États décisifs. Non, malheureusement, l'Amérique va très mal, et c'est pas une question de perception, c'est une question de réalité. Et si je peux prendre une minute, en fait, si on veut regarder sur le fond, l'Amérique, depuis Joe Biden, vit une double révolution. Vous avez une révolution culturelle à travers le wokisme, et vous avez une révolution économique à travers la transition verte qui peut imposer ce que les Américains appellent le Green New Deal. Et ces deux révolutions amènent l'Amérique dans le mur. Et ça, les Américains s'en rendent compte. Et c'est pour ça que Trump reste populaire. Parce que lui, il est opposé aussi bien au wokisme qu'à cette révolution verte, si vous voulez. Et l'une des premières mesures qu'il prendrait serait de relancer la machine de production d'énergie, d'exploitation des gisements de pétrole, de gaz naturel et autres, qui provoquerait une baisse des cours et qui mettrait un frein à l'inflation et qui inverserait la tendance. Anne Toulouse a raison sur au moins un point. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le rêve américain, il est devenu inaccessible à la majorité des Américains. On va quand même laisser répondre Anne Toulouse. Ouais, c'est un débat un peu inégal parce que nous avons. Non, mais c'était pas le but en plus de non, parce que nous avons la parole de Donald Trump et moi je ne suis la parole de personne sauf des faits. Donc voilà, je ne suis pas ici pour défendre la politique de Joe Biden. C'était plus de faire une analyse sur l'élection. Maintenant, il se trouve que vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Bon, oui, Dieu merci d'ailleurs. Voilà. Quelle était votre question? Non, tout simplement sur ce que disait Gérald Olivier. Mais on va aller prendre un auditeur parce que les auditeurs veulent aussi participer à ce débat. Ça va peut-être justement contrer ce que vous disiez, Gérald Olivier. Nous avons Pierre qui nous appelle depuis le Finistère. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je voudrais déjà vous remercier d'être à l'antenne et puis remercier Madame Toulouse pour le grand sourire qu'elle m'a permis d'avoir, puisque même quand on parle de bilan, on revient sur une perception. Je crois que le bilan de Donald Trump face au bilan de Joe Biden est sans équivoque que cela soit au niveau de l'économie ou de la paix dans le monde. Alors moi, c'est un prisme. Expliquez-vous. Je crois que le bilan économique de Joe Biden par rapport à celui de Donald Trump est sans équivoque. Quand Trump sort de sa présidence, l'économie américaine va bien et aujourd'hui, on sait qu'elle est au plus bas. Enfin, c'est pas sur ça que je veux discuter avec vous. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. Moi, je suis assez factuel. J'ai un ancien métier. J'ai été policier pendant des années et donc j'aime bien, comme Saint Thomas, me fier à ce que je vois. Je voudrais que vous commentiez deux choses. La première chose, c'est l'implication de Barack Obama quand il a utilisé les services de l'État pour attaquer un président en
exercice pour prouver qu'il y avait une collusion avec la Russie, ce qui aujourd'hui n'a plus aucun sens. Et la deuxième, moi l'ancien policier, quand j'ai vu les images de... Ce qu'il faut rappeler, c'est que lors de l'attaque du Capitole, Donald Trump a demandé à ce que la garde, la sécurité nationale soit présente et Mme Pelosi l'a refusé. Je suis assez stupéfait, sauf si ce sont des images de synthèse. Quand je vois les policiers de la garde du Capitole qui accompagnent les manifestants dans certaines salles, et ça en fait je me dis soit ce sont des images de synthèse, soit j'ai du mal à comprendre. Donc je voudrais que vous puissiez commenter ces deux faits, puisque vous parlez de faits. Moi j'aime bien me baser sur des faits. Je suis effectivement plutôt trumpiste, hein. Je détestais ce bonhomme, je me suis pas mal documenté, et je pense que ces deux faits, l'utilisation de services de l'État contre un président en exercice par l'ancien président, et puis l'accompagnement des gardes du Capitole de ces manifestants, enfin je sais pas, moi quand il y a une attaque, je vois pas les policiers accompagner les manifestants dans certaines salles qui sont occupées. Alors c'est vrai que c'est compliqué, on va pas faire l'enquête du Capitole, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme vous, notamment aux États-Unis, qui la mettent en cause, mais peut-être un avis, Gérald Olivier, vous êtes plutôt trumpiste, c'est vrai, donc vous êtes peut-être d'accord avec Pierre. Ce qui est sûr, c'est que les événements du 6 janvier n'ont jamais été examinés, je dirais, d'un point de vue neutre. C'est-à-dire que ce jour-là, Trump est tombé dans le plus grand piège que lui tendaient ses adversaires. C'est-à-dire de démontrer son autoritarisme et de démontrer que derrière lui, il a des gens qui pourraient s'en prendre aux institutions. Et c'est toujours ce que les démocrates ont voulu dire à son sujet pour le disqualifier d'avoir le droit d'être à nouveau candidat à la présidence. Et donc quand le 6 janvier s'est déroulé, vous avez eu immédiatement la mise en marche d'un mécanisme au passage par le Congrès, d'une commission, le deuxième procès en destitution de Donald Trump, voté alors qu'il est encore président, mais qui se déroule alors qu'il est devenu simple citoyen, puisque c'est au-delà de la limite de son mandat. Et je dirais un petit peu comme avec les poursuites judiciaires qui le concernent aujourd'hui, une condamnation qui était connue d'avance. Et ce qui s'est passé depuis, c'est que on a eu un premier narratif sur les événements du 6 janvier, et on a cessé de s'apercevoir que ce narratif avait des failles, et qu'au fur et à mesure où de nouvelles vidéos sur ce qui s'était passé étaient diffusées, qu'on avait des audiences qui interrogeaient certains des participants, on s'apercevait en effet que c'était pas du tout une insurrection, mais c'était une émeute qui avait débordé et qu'on avait laissé, voire qu'on avait encouragé à déborder. Et chacun sait aujourd'hui qu'au sein des manifestants, vous aviez un certain nombre d'agents du FBI infiltrés qui ont joué les pouces au crime. Et qui ont poussé la foule à, je dirais, faire ce qui s'est passé. Et une fois en place, cette foule qui n'était absolument pas venue pour faire la révolution ou une insurrection, elle s'est comportée un petit peu comme des badauds qui ne sauraient pas trop où ils sont, et ils ont visité le Capitole de manière extrêmement calme. Mais il y avait une fonction politique à cette journée, et c'est comme ça qu'elle a été exploitée. On va reprendre cette discussion dans un instant. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, et puis vous aurez la parole. 0826 300 300. On sera avec Eric qui nous appellera depuis Lyon. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. On poursuit donc nos échanges qui sont assez nourris sur cette élection américaine qui est assez polarisée. Anne-Toulouse, on le sent déjà, vous le disiez vous-même, il y a beaucoup de passion. C'est ce qui nous attend forcément avec ce duo Biden-Trump. Je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de passion aux extrêmes, c'est-à-dire que vous avez une partie des républicains qui sont extrêmement convaincus, qui sont persuadés que Donald Trump est un martyr, et il faut dire que c'est vrai que jusqu'à un certain point, l'attitude des démocrates leur serve la soupe, et de l'autre côté, vous avez des démocrates qui sont tout sauf Trump et qui sont également très remontés. Mais je vous l'ai déjà dit, au milieu, tout le monde n'est pas comme ça, c'est pas l'ensemble de la population américaine. Vous avez des gens qui ne demandent pas mieux que de revenir à une politique apaisée, à revenir à un vrai dialogue politique, à une vraie collaboration. Est-ce qu'ils ont un c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est très difficile d'imposer un troisième candidat dans la mesure où
tout le paysage politique américain est fondé sur le bipartisme et est solidement verrouillé par démocrates et républicains. Il n'y a pas d'espace, je dirais même logistique, pour un troisième parti, puisqu'il faut s'inscrire sur les listes électorales des États. Et on l'a vu, par exemple, quand le troisième parti dont je vous parlais tout à l'heure, No Labels, a essayé de s'imposer, il a été attaqué par des démocrates qui ont dit attention, on va examiner vos comptes, on va voir si vous êtes en règle avec les impôts, parce qu'ils ont une peur bleue qu'ils prennent des voix à Joe Biden. S'il s'avérait qu'il en prenne à Donald Trump, je suis sûr qu'il arriverait la même chose de l'autre côté. Et on voit bien du côté républicain, comme on a dit dès le début, le candidat c'est Trump et tout le monde est derrière lui. Mais encore une fois, ça ne représente pas l'ensemble du peuple américain. Et quand vous voyez les sondages pour l'élection générale, c'est dans un mouchoir, c'est dans la marge d'erreur statistique, c'est 55 probablement d'un de ces et deux vous avez hommes deux qui candidats qui sont tous les deux exactement à la même impopularité, 40%. Ben oui. Mais c'est l'un des deux qui va certainement diriger la plus grande puissance du monde. D'ailleurs, on va parler justement des impacts sur la planète. Justement, Esteban. Justement, il y a beaucoup de questions sur les impacts au niveau géopolitique. Alors peut-être pour vous, Gérald Olivier, et pour vous à Toulouse, quel que soit le candidat élu, qu'est-ce que ça peut changer au niveau géopolitique, par exemple au Moyen-Orient, on l'a vu. Au niveau de la guerre en Ukraine, les aides américaines de l'administration Biden sont gelées pour l'instant. Qu'est-ce que ça pourrait changer au niveau de la géopolitique mondiale? Pour moi, ça va changer beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est important, en préambule, Gérald Olivier, Vladimir Poutine, l'autre jour à la télévision d'État russe, qui vous explique quand même que le meilleur des candidats, ça serait Biden. Alors ça, j'avoue que j'ai pas eu la deuxième lecture de cette déclaration, c'est étonnant. Si vous voulez une Amérique faible, vous votez Biden. Est-ce que l'Amérique est forte aujourd'hui? C'est une question que vos auditeurs peuvent se poser, qu'on peut Donald poser à Trump des spécialistes. a dit qu'il arrêterait l'aide à l'Ukraine, qu'il laisserait tomber l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Amérique est faible. Et d'ailleurs, si le monde va mal, c'est parce que l'Amérique est faible, qu'elle a abandonné le leadership qui était le sien et qu'elle prétendait assumer. Alors, Trump joue les provocateurs. Il aime bien faire peur aux pays d'Europe. Surtout aux pays d'Europe et aux pays de l'OTAN, parce que les États-Unis estiment que leur contribution à l'OTAN, c'est pas tant qu'elle est trop élevée, c'est que c'est celle des Européens qui est trop faible, et surtout ce sont les Européens qui ne payent pas leur quote-part à laquelle ils ont donné leur accord pour leur propre défense. Ce que certains Américains trouvent relativement anormal. Je rappelle qu'entre l'Europe et les États-Unis, il y a quand même l'Atlantique. L'Ukraine est beaucoup plus proche des pays européens qu'elle ne l'est des États-Unis. Sans faire forcément dans le subjectif, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Donald Trump va couper les vivres à l'Ukraine. Il dit aux pays qui ne payent pas leur contribution à l'OTAN qu'il ne sera pas solidaire, ce fameux article 5, concrètement. L'Amérique a des engagements que Donald Trump tiendra. Par contre, je pense que il sera beaucoup plus vigoureux, je dirais, beaucoup plus impliqué dans l'idée de trouver une solution au conflit ukrainien. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, si vous voulez savoir comment sera le monde si Donald Trump est réélu, regardez comment était le monde quand Donald Trump était déjà président. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine et il n'y avait pas de guerre au Proche-Orient. Maintenant, vous en avez deux. Et l'Iran était beaucoup plus faible qu'il n'est aujourd'hui. De même que la Corée du Nord. Donc, je pense que si Trump redevient président, on retournera dans cette logique-là. D'une Amérique forte, d'une Amérique qui peut faire peur. Là, mais vous la faites peur, du militantisme, mais très bien. Anne Toulouse, dans les faits, justement, que promet Trump? Et effectivement, les Européens ont des raisons de s'inquiéter. Alors, il promet une solution à la guerre en Ukraine en 24 heures, soit à quoi Volodymyr Zelensky a dit je vais lui expliquer en 24 minutes pourquoi ça n'est pas possible. Et effectivement, ce serait en fait une paix immédiate en Ukraine, ce serait satisfaire en partie aux exigences de la Russie. Il dit aussi qu'il va, il a eu des propos effectivement très provocateurs sur l'OTAN. C'est vrai qu'il a été 4 ans président et qu'il ne s'est rien passé, mais c'est vrai aussi qu'il y a quand même une grande crainte sur ce qu'il pourrait faire. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut dire que l'Amérique serait plus faible, plus forte en étant isolationnisme. Parce que ça veut dire à partir du moment il est non interventionniste, c'est pas la même chose. À partir du moment où il dit aux pays européens débrouillez-vous pour vous défendre tout seul, à partir du moment où il dit America First, et 10% de taxes sur les importations, j'allais y venir, et 10% de taxes sur les importations, ce qui horrifie absolument les milieux d'affaires américains. Donc
le problème, c'est qu'avec Donald Trump, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Il dit beaucoup. Il avait dit qu'il allait construire un mur à la frontière sud des États-Unis. On l'attend toujours. Il avait dit effectivement qu'il allait se retirer de l'OTAN. Il l'a pas fait. Il a dit qu'il allait se retirer des accords de Paris. Il l'a fait. Donc c'est une personnalité assez volatile et je crois que ça dépendra beaucoup de ses conseillers, parce qu'on ne sait pas quels sont les conseillers qu'il va avoir. Justement, l'équipe a changé à Toulouse, me semble-t-il. Elle est plus conservatrice, mais aussi plus professionnelle. Oui. Plus professionnel, j'en sais rien, mais il faut dire que pour être conseiller de Donald Trump, aujourd'hui, pour faire partie de son équipe, il faut avoir une certaine foi dans le personnage, puisque vous savez que dans la dernière équipe, beaucoup de gens se sont fait virer avec perte et fracas. D'ailleurs, vous voyez que ce sont ceux qui qu'il critique le plus aujourd'hui, comme John Bolton, qui a été son ambassadeur auprès des Nations Unies et un de ses proches conseillers. Donc, si on fait partie de l'équipe de Donald Trump, ça veut dire qu'on va prendre le risque de faire démolir sa réputation par son patron, ou de se retrouver devant les tribunaux avec lui. Alors, tout dépendra de ses conseillers et de la façon dont ils pourront le tempérer, parce que dans la première équipe, il avait de vrais diplomates. Est-ce qu'il en aura dans la seconde, s'il y a une seconde? Gérald Olivier, sur l'équipe, vous avez des informations Non, pas précises à ce stade. D'ailleurs, il n'en parle pas. Il ne parle même pas de qui il choisira comme vice-présidente. Par contre, il a un cercle de conseillers qui est en effet plus restreint que ce qu'il n'était quand il est arrivé. Et je dirais que là, il a gagné un petit peu en expérience. Vous savez, la première chose que demande Donald Trump à ses collaborateurs, c'est de la loyauté. Et en politique, la loyauté, c'est quelque chose d'assez rare. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui il aura, ni au poste de secrétaire d'État, ni au Trésor, ni à la justice. Par contre, je pense qu'il aura des gens qui seront plus dans sa propre vision du monde que ce n'était le cas pour sa première administration. On s'était déjà posé la question, mais à l'époque, peut-on gouverner dans l'outrage permanent? Mais il est dans l'outrage, dans le verbal. Il n'est pas forcément dans l'outrage, dans le comportement. Parce qu'à chaque fois, il vous fait très très peur sur ce qu'il va vous faire, mais si vous parvenez à négocier avec lui, vous apercevez qu'à la fin, ça se résout de manière quand même relativement favorable. Par contre, oui, il est pour l'America First, il est pour l'Amérique d'abord, il est pour mettre les intérêts américains avant les intérêts des Alliés, pas après, ce qui n'est pas forcément l'attitude de l'administration actuelle, mais en aucun cas, il n'est isolationniste. C'est pas du tout ça. Et l'Amérique de Donald Trump ne serait pas une Amérique isolationniste, il est non interventionniste. Mais est-ce que l'Europe a raison de s'inquiéter les valeurs démocratiques de l'Ukraine? Bien sûr que l'Europe a raison de s'inquiéter, mais rappelons quand même que le monde ne cesse de tourner. La guerre froide est finie depuis 30 ans. Et qu'a fait l'Europe en 30 ans pour préparer sa propre défense? Parce que l'idée de l'OTAN, rappelons quand même que l'OTAN est une alliance qui avait été au départ élaborée pour s'opposer à l'expansionnisme soviétique, et que l'Union soviétique est décédée depuis plus de 30 ans. Donc, à l'Europe de préparer sa propre défense avec l'aide des Américains, mais avec cette idée de se dire qu'ils seront peut-être pas toujours là. Merci en tout cas à tous les deux. Anne Toulouse, j'appelle le nom de votre ouvrage, L'art de Trumper, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, aux éditions du Rocher. Et vous, Gérald Olivier, Cover Up, aux éditions Confinan. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous. Stéphanie Demuru, merci à vous d'avoir remplacé André Berkoff pendant ces 2 jours. Demain, au genou levé, ça c'est la petite blague entre André et moi. Voilà, bon rétablissement mon cher André. Demain, ce sera Alexis Poulain qui sera là entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.